On a vécu dans un monde où nous n'avions pas conscience de la finitude des ressources. Donc traditionnellement, on fait la distinction entre l'inerte et le vivant. Alors les physiciens, c'est surtout les spécialistes de l'inerte. La première chose qu'on peut remarquer, qui est à mon avis très important dans cette discussion-là, et que la cosmologie nous a appris, c'est que ce que nous appelons vivant n'est pas quelque chose qui a existé de tout temps dans notre univers. Nous savons que l'univers était trop chaud pour que la vie puisse exister, et on sait que dans le futur, il sera trop froid, il n'y aura plus de source d'énergie pour que la vie continue à exister. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, a des implications philosophiques, métaphysiques très profondes. La science nous a appris que la vie n'était possible que pendant une durée de temps assez limitée dans cet univers. On ne sait pas s'il sera éternel ou pas, mais en tous les cas, la vie n'a existé que sur un îlot de temps. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc là, c'est déjà quelque chose d'assez important à discuter. Et puis la deuxième chose, sur nous en tant qu'êtres vivants, parce qu'en général, quand on parle de vivant, on a surtout, on est un petit peu, je ne vais pas dire anthropocentré, mais humano-centré. On pense d'abord à l'humain comme vivant. Se pose la question de la vie sur notre planète Terre. C'est le seul lieu actuellement sur lequel on sait qu'il existe de la vie. Existe-t-il de la vie ailleurs dans l'univers? Quelles sont les caractéristiques des vies qui pourraient exister? Et là, l'astrophysique nous a appris, on a eu encore cette année le prix Nobel pour la découverte des exoplanètes en 1995. On sait qu'il existe d'autres planètes, on commence à voir les caractéristiques de ces planètes. Existe-t-il d'autres endroits qui hébergent la vie dans l'univers? Donc ça, on voit que cette question du vivant, l'astrophysique déjà nous donne, et la physique nous donne un petit peu les contours de cette question. La vie a dû émerger d'une façon ou d'une autre. Comment? Question ouverte. Et on ne sait pas si elle a émergé autre part dans l'univers. Deuxième question. Et puis après, si on revient sur l'homme, et c'est vrai, pour moi, ça part aussi de la science, et c'est ce qui continue finalement le trait de la science, c'est la relation que nous, êtres humains, nous avons avec notre ciel. Puisque finalement, ce ciel, c'est une sorte de miroir de notre humanité. On l'a peuplé de Dieu, on l'a utilisé pour comprendre l'univers, et on se construit avec ce ciel. Et on est aussi à une période où on est en train de perdre connexion à ce ciel. Et là, ça va être intéressant parce qu'il va y avoir des anthropologues, je sais, qui travaillent sur spécialistes des civilisations mayas et aztèques. La relation au ciel que nous avons construite, c'est une représentation qui est très occidentale. Y a-t-il d'autres relations au ciel? Et par continuité, y a-t-il d'autres relations de l'humain à la nature? Donc ça, c'est moi des questions qui m'intéressent énormément, puisque quand j'étais très jeune, à l'époque où j'étais étudiant, j'étudiais en même temps la physique et puis l'anthropologie et l'ethnologie, puisque j'avais travaillé sur les Inuits. Donc c'est vraiment cette notion de porosité entre l'homme et la nature que l'on a un petit peu mis de côté quand on fait de la science dure, rationnelle, parce qu'on crée des articles qui sont des savoirs de science qui doivent être reproductibles par tout le monde, mais finalement, quelle est la limite de cet exercice-là? Donc il permet aussi de se poser la question de savoir quelle est la validité du savoir scientifique. Donc ça aussi, ça peut être des discussions qui pour moi, peuvent être très très intéressantes. Et puis après, quand on pousse encore un tout petit peu plus loin, et qu'on regarde le vivant, on se rend compte que le vivant, c'est toujours de la métamorphose et de l'hybridation. Et là, la science aussi nous a appris quelque chose d'important, c'est la théorie de l'évolution, c'est qu'il n'y a pas de vivant qui soit immuable, éternel et sans modification. Est vivant ce qui se modifie au cours du temps. Et ça, c'est important parce que c'est les échanges entre individus à l'intérieur d'une espèce, entre écosystèmes, entre civilisations. Et là, ça veut dire que les conséquences sont aussi très importantes. On ne peut plus penser le monde avec une vision qui soit fixiste ou finaliste. Voilà. Et ça, c'est aussi des thèmes que j'aimerais aborder parce que pour moi, c'est crucial dans toutes les discussions qu'on a actuellement sur le monde dans lequel on vit. Quel est le statut de l'inerte par rapport au vivant? Tout est à penser, à mon avis. Je pense que, tu vois, là, on est début janvier, on a tous vécu les fêtes avec ces événements en Australie. On a appris aussi sur ces problèmes de l'eau. On a vécu dans un monde où nous n'avions pas conscience de la finitude des ressources. Et aujourd'hui, donc, on parle de problèmes de l'énergie, mais on voit que c'est les problèmes de l'eau. À partir du moment où on vit dans un monde fini, en ressources, toutes les ressources, quelles qu'elles soient, vivantes, minérales, quelles qu'elles soient, sont des ressources
qu'on va vouloir s'approprier? Quel statut on leur donne? Est-ce qu'elles appartiennent à toutes les communautés? Est-ce qu'elles appartiennent à des individus qui sont capables de les acheter, de les capter? Et on voit très bien que ce statut-là va être tout à fait en relation avec les valeurs qu'on va mettre en avant et le système économique qu'on va construire autour de ces valeurs. C'est toute la notion de bien commun, voilà, qu'on n'a pas vraiment développée finalement dans nos sociétés, qu'il faut repenser. C'est-à-dire que aujourd'hui, là je ne suis vraiment pas spécialiste, mais c'est vrai que ce qu'on voit émerger, c'est cette notion, moi j'aime bien Donna Haraway, cette philosophe américaine, qui dit « making not babies », faites des liens de parenté, pas des enfants, donc ça c'est sa formule pour dire voilà comment est-ce qu'on va sauver le monde. Mais cette parenté, c'est pas simplement de la parenté entre êtres humains, c'est aussi des parentés avec les animaux, avec la nature, avec la planète dans son ensemble. C'est-à-dire que si on n'a pas du soin pour toutes les espèces vivantes, alors, eh bien, on n'a pas d'avenir nous-mêmes. Donc on ne peut pas se penser isolé par rapport à la nature. Mais je crois que ça, c'est quelque chose de nouveau. Il y avait cette idée que l'homme, par son intelligence, par sa science, allait pouvoir dominer la nature. On a vécu dans cet idéal-là, et on se rend compte que ça a des limites, qui c'est en fait que des relations d'interdépendance entre l'homme et la nature. Comment on les repense aujourd'hui? Je crois que là, on est encore très très loin de savoir comment faire. L'écologie a eu énormément de progrès, et on voit très bien que dans chacun des systèmes, on se rend compte que tout est beaucoup plus imbriqué qu'on le pensait. On pensait qu'on avait des réseaux, mais on se rend compte en fait que tout est dans l'interdépendance, tout est dans la transmission d'informations, de gènes, à tous les niveaux, et que finalement, couper à un endroit peut toujours avoir des conséquences qui sont quasiment imprédictibles. Comment appréhender ça? Est-ce qu'on est capable de l'appréhender? Je crois que ça aussi, c'est une des grandes questions à laquelle on est confronté aujourd'hui. Est-ce qu'on n'a pas une limite imposée par notre système de pensée, notre système religieux, nos valeurs De toute façon, si tu veux penser le monde, tu es obligé de partir avec des sortes de catégories. Tu vas en parler de la théorie de l'évolution. Une des choses importantes que la théorie de l'évolution nous a appris, c'est que la notion d'espèce, en fait, n'a pas de sens. Ça a un sens pratique à un moment donné, et puis on se rend bien compte que ces espèces changent, que c'est finalement une convention de langage qui nous permet de saisir et de décrire le monde dans lequel on vit. Et à partir du moment où c'est une convention de langage, elle a ses limites. Et la question, c'est de savoir à partir de quand est-ce que ces limites nous empêchent de penser pour aller voir plus loin. Et dans l'évolution scientifique, il y a eu toutes ces grandes révolutions qui sont dues à la découverte de nouveaux phénomènes, de nouveaux outils. Mais les plus importantes, c'est les révolutions conceptuelles où il n'y a pas eu besoin finalement de nouvelles observations. C'est simplement repenser tout ce que l'on savait avec un langage différent. Et ça, c'est quelque chose de très dur. C'est arrivé très rarement en fait dans l'histoire de la pensée. Et peut-être qu'aujourd'hui, on est à une nouvelle transition de ce style. Alors, dans ce texte assez ancien maintenant, donc je citais Donna Haraway, dans le manifeste Cyborg, en fait, elle appelle à ça, c'est-à-dire de dire qu'il y a un moment, on ne peut plus penser les choses avec des catégories, il va falloir partir à un nouveau niveau. Et moi, ça, j'en suis persuadé. Je ne sais pas si tu te rappelles, ça fait déjà plusieurs années que je pousse ce concept d'indiscipline, qui est en fait se dire qu'on est structuré en disciplines académiques, et ça c'est bien, ça nous permet d'être efficace, d'avoir un langage, d'avoir une communauté, et on s'est rendu compte que ça nous mettait des limites. On a poussé l'interdisciplinarité, qui pour moi est encore un entre-deux finalement, puisqu'on connaît les deux bouts du segment, mais qu'en fait on devait peut-être évoluer pour penser de façon complètement indisciplinée, c'est-à-dire sans se mettre de cadre disciplinaire. Et ça, c'est très difficile parce que ça veut aussi dire que tu vas être à la fois dans deux logiques différentes. Parfois, tu ne vas même pas être autocohérent. C'est pas du tout ce que favorise notre système d'éducation et de pensée. Non. On est dans l'hyperspécialisation et... C'est un problème de l'éducation, et c'est encore un problème de valeur, c'est-à-dire à quoi sert l'éducation? Est-ce que c'est pour que des gens se posent des questions sur le monde, ou est-ce que c'est pour produire? Si tu veux produire dans un système où tu as les disciplines qui sont bien définies, où tout marche bien, finalement tu es beaucoup plus efficace. Et pour penser de façon en dehors des cadres, il faut prendre des risques, il faut se perdre, il faut du temps. Est-ce que ce sont les valeurs que l'on met en avant aujourd'hui? Donc voilà, ça aussi, à partir du moment où on a fait l'identification de ces problèmes, qu'on a fait le lien avec cette nécessité de penser de façon plus globale en étant nous-mêmes insérés dans le monde à toutes ces échelles, se pose la question de savoir quels outils est-ce qu'on donne aux nouvelles générations, et donc la question de l'éducation.
Et malheureusement, j'ai l'impression que ça n'a pas été dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on voit l'éducation comme quelque chose d'utilitaire, c'est-à-dire que oui, il faut apprendre les bases, il faut que les gens aient un enseignement qui leur permet d'avoir un emploi. C'est une bonne chose, mais à mon avis, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que cette idée d'idéal de créer des citoyens, de créer des penseurs, ça va au-delà de ça. Et est-ce qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on prend cette voie-là? Et j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Donc là aussi, est-ce qu'on se donne les moyens de ces défis? J'en suis pas complètement sûr. On est un peu allé au bout d'une certaine logique dont la finalité était l'exploitation finalement des ressources et l'enrichissement. Et maintenant, on est acculé à une porte qui nécessite une transition. Et pour ça, il faut changer de manière de voir. Oui, mais ça, on ne sait pas comment ça va se faire. On ne sait pas comment ça va se faire, on ne sait pas si ça va se faire. Donc, il n'y a pas de recette pour ça. Et donc, il faut laisser les gens explorer. Et malheureusement, ça a un coût. Il y a ça aussi le problème, c'est que ça a un coût. Et on est dans un système qui est contraint. Comme le système est fini, quelle liberté on se donne? Parce qu'on ne peut pas donner la liberté à tout le monde. Il y a un moment, il faut aussi que ça fonctionne. Est-ce que tu vas donner 5%, 10%? Quelle est la fraction des gens que tu vas laisser? Est-ce que tu as une idée de savoir d'où ça va venir? Avec quels outils? Donc là, il y a un vrai défi. La seule chose quand même qui est rassurante dans cette histoire-là, c'est qu'on sait qu'il y a une ressource, à mon avis, qui n'est pas finie. Qu'il y a une ressource qui, à mon avis, est infinie. C'est la connaissance. Parce que tu vois, si moi j'ai de la connaissance et que je te la transmets, j'en suis pas plus pauvre en connaissance. Je partage ma connaissance et même le fait que j'ai fait l'effort de te la transmettre fait qu'en général, je la maîtrise mieux parce que j'ai dû en faire le tour. Donc ça m'a même amené à moi. Et puis tu vas prendre cette connaissance, tu vas la disséminer, on va la partager. Et donc je crois que c'est la seule ressource que l'on peut utiliser et partager sans qu'elle disparaisse. Et que peut-être c'est là aussi que se trouve un de nos espoirs. C'est de la société de la connaissance. Au-delà finalement de la transition énergétique, c'est plus une transition de pensée et de sens. Comment va s'inscrire tout ce débat autour du post-humain? Déjà, pour moi, le mot post-humain pose déjà problème. Parce que pour savoir ce que c'est que post-humain, il faut savoir ce que c'est qu'être humain. D'accord ? Et finalement, si on se remet ça dans un cadre de théorie de l'évolution, l'humain d'aujourd'hui, ce n'est pas l'humain d'il y a un siècle, et ce n'est pas l'humain d'il y a 10 000 ans ou il y a 100 000 ans. On sait qu'on a continuellement changé. Donc le fait que l'humanité continue à évoluer, se transforme et soit différente dans le futur qu'elle n'est aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas un problème, c'est un fait scientifique. La question, c'est de la relation avec notre technologie. Et c'est surtout une question d'échelle de temps. C'est-à-dire que cette évolution va avoir lieu parce que notre environnement est source de modification de ce que nous sommes en tant qu'être humain. On a les technologies, on a peut-être une hybridation qui va arriver entre ce que l'on considère être l'humain et quelque chose que l'on considère quelque chose d'externe, mais ça existe déjà. C'est-à-dire, on a des êtres humains augmentés, on peut avoir des pacemakers, on peut faire des rétines artificielles, donc on sait réparer l'homme, on sait augmenter l'homme, ça c'est quelque chose qui finalement n'est pas de la science-fiction aujourd'hui, qui va continuer. Il y a eu un cœur artificiel qui a été fait à Sorbonne Université, donc on voit qu'on va réussir peut-être d'ici quelques décennies à avoir des parties de nos corps qui sont externalisées, qui ont été faites de matière inerte, et on a changé des pièces qu'on le changerait dans une mécanique. Est-ce que pour autant nous en sommes moins humains? Si le post-humain c'est améliorer et augmenter la durée de la vie, est-ce que ça peut se faire pour tous? Ou est-ce que c'est simplement pour, on va dire, une bande de privilégiés californiens, ce qui a l'air d'être le cas actuellement, d'accord? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on n'est pas plutôt dans un rêve de science-fiction où une petite partie de l'humanité, parce qu'elle a les moyens financiers et donc technologiques de pouvoir atteindre ce stade-là, pense pouvoir survivre à toutes les échéances que l'on a de façon isolée? Si c'est ça, je pense que ça sera un échec. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la vie, c'est dans l'interdépendance entre individus, entre espèces, entre écosystèmes. Et que si quelqu'un pense qu'il va pouvoir survivre avec un petit groupe isolé de tout autre système et de la nature, alors je pense que c'est voué à l'échec. Mais ça, ce n'est pas une preuve scientifique, c'est vraiment une conviction que j'ai. Et que c'est plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'être post-humain, ça serait, à mon avis, la façon utile de l'être, c'est utiliser toutes ces technologies pour les mettre à l'usage du collectif.
qu'on arrive à attaquer nos grands problèmes de façon collective. Et donc, dans ce cadre-là, tout ce qui est recherche collaborative, enseignement collaboratif, utilisation de l'intelligence artificielle pour organiser en fait des pans de la connaissance qui sont développés dans différentes parties du monde, à mon avis, est une façon beaucoup plus belle de penser le post-humanisme. Pourtant, ce n'est pas cet aspect-là qui va être développé par les sociétés, les compagnies qui sont intéressées par cet aspect, par le sujet. Oui. Mais à partir de quand est-ce qu'on aura le droit de dire c'est un échec, n'y allez pas, il n'y aura pas de conséquences à dire c'est un échec. Oui, mais tu sais bien que ça ne se passe jamais comme ça en science. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où on veut aller, on est attiré, quelles que soient les limites que l'on pose, il y a toujours cette envie de la transgression. En fait, la science, c'est toujours faite par transgression. Et ça, c'est le fait de une ou deux personnes qui ont les moyens. Et on a l'exemple aujourd'hui, je veux dire, on parlait de la conquête spatiale, on était quand même à un moment où ça saturait un petit peu. Il a suffi qu'il y ait des gens comme Elon Musk qui arrivent et qui se sont dit, mais non, mais faisons-le. Et aujourd'hui, cette histoire de lancer ces Starlink tout autour de la Terre qui peut poser éventuellement des problèmes pour l'astronomie, notre relation au ciel, est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on ne les fait pas? Est-ce qu'on doit légiférer? Même si on légifère, qu'est-ce qui empêche de transgresser si j'en ai les moyens? Donc ça, c'est vrai pour cet exemple-là, c'est vrai aussi pour tous les aspects disons de génie génomique, par exemple. Il y a des gens qui vont le faire. C'est ça aussi, je pense qu'on ne peut pas penser qu'on va évaluer des risques et qu'on va se mettre des garde-fous légaux autour de ça. Ça fait partie peut-être, si on parle de qu'est-ce que c'est qu'être humain, je pense que cette curiosité par rapport au monde et de jouer peut-être un petit peu soi-même Prométhée ou le savant un petit peu, le démiurge un petit peu fou, fait partie intrinsèquement de ce qui nous fait humains. C'est donc le risque, on vit avec.